On va parler bien sûr de développement de FinTech, on va parler d'avenir aujourd'hui, enfin ce soir. On a entendu, hein, j'étais très impressionné par les différents débats, à quelle vitesse ça se développait, à quelle vitesse ça allait dépasser l'esprit humain. Donc au fond, eh bien, nous n'aurons plus besoin de vous, de moi, le vieux CGP que je suis demain, puisque ces personnes, mais surtout les robots qu'ils organisent, vont nous remplacer. J'ai un ami gérant qui me dit, quand je l'interviewe, au fond, si tu as 55 € à perdre, achète une action BNP. Il me dit que dans 20 ans, BNP n'existera plus, que vous l'aurez, messieurs, remplacé. Donc la question qui se pose, c'est ça aujourd'hui. Quel est votre modèle économique? Où en êtes-vous? Est-ce que vous allez vraiment remplacer BNP ou est-ce que BNP va vous racheter? D'ailleurs, c'est un peu ça la question qui se pose et que tout le monde se pose aujourd'hui. Donc on compte sur vous pour nous éclairer et d'être le plus ouvert possible sur cette discussion. Tu veux dire un mot avant de démarrer? Je te laisse poursuivre. Eh bien, on y va directement. Allez, on va commencer par ordre d'apparition à l'écran. Alors, Murtaza, il ne faut pas que je dise de bêtises. Hein. On y va. On présente en 2 minutes, Yomoni. Parfait. Il y a un micro qui est là. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être restés pour la dernière table ronde. C'est la plus intéressante, je pense. Voilà. Et en plus, ils sont humbles. C'est ça qui est vachement sympa. Ouais, c'est grâce à toi qu'elle sera animée. Yomoni, c'est une société de gestion qui propose un service d'épargne entièrement digitalisé, donc complètement disponible sur Internet. Nous, en fait, on met 3 choses ensemble. On met la technologie de distribution héritier des courtiers sur Internet, qui existe en gros depuis une quinzaine d'années. Donc cette idée de distribuer en ligne et d'être complètement dématérialisé. La deuxième chose, c'est qu'on va chercher le mandat de gestion de la banque privée, qui en général est accessible aux plus fortunés. Donc on la met dans notre service, c'est-à-dire qu'on gère pour vous votre épargne que vous souhaitez gérer à long terme et ne pas vous avoir à vous inquiéter des baisses ou des hausses de marché ou de savoir quels sont les produits qu'il faut sélectionner. Et la troisième chose qu'on met dans l'offre, c'est les techniques de gestion du monde institutionnel. Et ça se traduit par l'utilisation de fonds indiciels, de gestion indicielle. Donc ce sont les instruments de gestion qui sont très peu coûteux et en général les plus efficaces pour la gestion. Et donc on met ce package-là ensemble de ces 3 éléments. Et ça, c'est voilà, la grande innovation, puisque ça n'existait pas sur le marché public français. Et c'est le mandat de gestion en ligne. Allez, on y va. Juste un mot. Voilà. Il faut bien expliquer, vous êtes une société de gestion, hein, c'est ce qu'on va discuter avec votre confrère et ami à côté. Donc vous êtes une société de gestion, donc vous prenez des mandats. Et puis peut-être il faut dire aussi, vous avez des institutionnels à votre capital, il faut aussi le dire, vous êtes déjà vendu, quoi. Vendu, ça fait mauvais genre. On travaille avec des partenaires industriels qui sont effectivement montés dans notre capital. C'est Arkea, je pense pour ceux Crédit Mutuel de Bretagne. Voilà, Crédit Mutuel de Bretagne, mais c'est plus digital le mot Arkea. Ouais, Arkea, c'est chic. Ouais. Ouais, c'est La chic. Bretagne, ça fait complètement ringue et Arkea, c'est chic, d'accord. Mais je pense que les gens du monde du digital connaissent bien Arkea, qui est présent dans beaucoup de fintech parisiennes ou même françaises. Voilà, donc c'était un peu... Et un asset manager connu aussi. J'y arrive, mais ce que je voulais dire, c'était que... En 1 seconde. Ah, en 1 seconde. C'est la financière de l'échiquier qui est un incubateur de gestion, de société de gestion, et donc il nous accompagne dans cette idée de gérer des actifs pour de 1 000 à 100 000 euros, qui est plutôt un segment de clientèle qu'ils n'ont pas vocation à Très servir. Bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc vous avez compris, il veut tuer les banques. Grosso modo, il vend de la gestion indicielle, donc il veut aussi tuer les CGP. Il va tuer les CGP, il est déjà fait. Jean-Pierre, tu disais. Et on a le même à côté. Alors, pardon, je ne veux pas dire de bêtises. On a Mathieu Hamel à utiliser Yomoni. Mathieu Hamel, Marie Cantier. Alors vous êtes CIF, courtier, et vous avez un robot advisor. Un peu la même chose. Vous dites les CGP, c'est trop cher, les banques, on va aller les chercher, on a mieux à faire. Donc non, on ne dit pas ça exactement. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on veut accompagner les investisseurs sceptiques. Et sans offense, la proposition de certains robots advisors, c'est de mettre sur Internet un mandat de gestion. Donc c'est innovant parce que c'est moins cher, plus accessible, ça met à disposition les ETF, mais ça ne répond pas
finalement à un nouveau besoin des investisseurs. Nous, on répond aux investisseurs qui veulent être un peu plus autonomes, au minimum, qui veulent être sceptiques, qui veulent pouvoir remettre en question la proposition, qui veulent s'émanciper, qui veulent grandir et qui veulent comprendre par eux-mêmes. On s'adresse aux gens qui considèrent que l'argent, c'est un sujet trop important pour avoir une confiance aveugle en quiconque. Et c'est ça qui nous différencie avant tout. Ensuite, bien évidemment, nous sommes un acteur non bancaire pour nous prémunir de tous les conflits d'intérêts. Et vous dites, moi je suis indépendant, j'ai pas d'instit à mon capital et c'est très important. C'est très important à plusieurs titres. Un, pas de rétrocession sur les transactions. Pas de rétrocession sur les instruments d'investissement. Mais ça n'a rien à voir avec un institutionnel au capital, ça. Troisième conflit d'intérêts, c'est dans l'allocation d'actifs. Il peut y avoir des conflits d'intérêts à promouvoir plutôt une classe d'actifs plutôt qu'un autre. On pense qu'il est extrêmement important de pouvoir garantir d'être pro-client sur toute la chaîne. On va ouvrir le débat, tout ça, mais les autres, Guillaume, à toi pour jouer. On va laisser rapidement David présenter Participe. Alors, bonjour. Je le cite, David, en fait, c'est le moteur qu'il y a dans toutes les plateformes de crowdfunding. Pas toutes. C'est ça qui est intéressant. Pas toutes. Bientôt toutes. Bientôt. Mais en tout cas, c'est un joli moteur. Donc ça tourne grâce à ça. Alors, David Dumont, donc cofondateur et directeur général de Participe. Participe, c'est une boîte à outils qui permet de digitaliser les relations entre des investisseurs et ceux qui fournissent des opportunités d'investissement. Donc typiquement, c'est des plateformes de crowdfunding, c'est les business angels, c'est les sociétés de gestion. Donc ça, c'est notre premier cœur de métier. Si je résume, David fait partie des gens qui, dans une industrie, et dans la ruée vers l'or, fournit les pelles et les pioches, ce qui en général est une bonne manière de créer de la valeur. C'est à peu près ça. Donc ça, c'est notre activité principale et donc l'actualité tombe bien. On va communiquer la semaine prochaine, donc je fais un tout petit peu de teasing, sur un outil supplémentaire dans notre boîte à outils qui est une assurance qu'on va diffuser sur des plateformes de financement participatif, Made in Participe ou non. Donc là-dessus, on va innover donc, dans la manière de diffuser cette assurance et puis on va être très compétitif sur les prix, mais j'en dis pas plus, on va communiquer la semaine prochaine dessus. Puisqu'on parlait de partenaires institutionnels, donc vous avez deviné que assurance dit partenaire institutionnel, banque assurance, on travaille avec AXA qui est actionnaire de Participe. Et puis, puisque je dois donner la parole à ma gauche, on a également un partenaire qui est iPay. Et je vais passer la parole à Gabriel. iPay, donc justement. Ça, c'est une belle transition. C'est une belle transition. C'est joli, à toi de jouer. Donc spin-off de iMedia. Oui, spin-off de iMedia. Donc, on est indépendant depuis le début de l'année, coté en bourse. Donc, iPay, c'est une nouvelle génération de plateforme de paiement. C'est-à-dire qu'on est processeur et collecteur. Ce qui veut dire qu'en une seule API, les marchands ou les acteurs de la fintech qui ont des problématiques de processing et d'acquisition vont pouvoir accéder à donc l'acquisition, la réconciliation, la fraude, les méthodes de paiement locales, la devise, les acquéreurs locaux Donc, et ainsi de suite. donc le service que fournit la banque, en fait, que pourrait fournir la banque, à part le dépôt de l'argent. Finalement, c'est simplifier le déploiement au maximum de quelqu'un qui a besoin de processer des fonds à l'international, avec une couche servicielle de services à valeur ajoutée autour du traitement de la data en fait en temps réel, des algorithmes et du machine learning pour optimiser les taux de fraude et les taux de succès, et notamment en fait dans le monde de l'e-commerce, la problématique de la récupération de panier, puisqu'on a encore aujourd'hui entre 20 et 30% des transactions dans l'e-commerce qui échouent pour diverses raisons, que ce soit fonds insuffisants ou problèmes techniques. Merci, donc on va rentrer après. On change complètement d'univers avec Patrick Mollard, Patrick FX Sportbiz. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce que font ces messieurs. Exactement. On touche un autre secteur de la fintech. Tout à fait. Donc nous, en fait, FX Sportbiz, c'est une société belge agréée établissement de paiement en Belgique et qui propose essentiellement, donc notre cœur de cible à des PME, en fait, une plateforme en ligne qui leur facilite leurs opérations de change et de paiement. Et opération de change, c'est-à-dire qu'en fait, ils font du commerce avec des étrangers et à ce moment-là, ils ont besoin d'avoir des devises étrangères pour pouvoir commercer avec des pays étrangers. C'est ça l'idée. Exactement. Donc, c'est des sociétés qui vendent des produits dans la zone euro, en euros,
et qui se fournissent auprès de fournisseurs à l'étranger en devises et qui ont besoin de les payer en devises. Et nous, on facilite tout ce process au travers d'une plateforme simple, transparente et qui propose des tarifs que nous, on considère comme étant concurrentiels. Qui sont meilleurs que ceux que la banque fait, parce que c'est les services que proposent les grands réseaux bancaires internationaux. Tout à fait. Alors, et qui sont relativement onéreux, me semble-t-il. Exactement. Et en plus de ça, nous, on considère qu'un des gros avantages qu'on offre au travers de notre plateforme, c'est que nos clients voient immédiatement ce que va leur coûter leur transaction. Et ça, c'est quelque chose qui rassemble en fait deux métiers de la banque, c'est-à-dire d'un côté la BFI, donc tout ce qui est change, et d'un côté la banque de détail qui, elle, exécute les paiements. Nous, on rassemble ces deux fonctions au sein d'une seule et même plateforme. D'accord. Merci. Alors, on vous a servi la soupe pendant 5 minutes. Ça, c'est fait. Hein, il fallait qu'on fasse connaissance quand même. Connaissance. Donc maintenant, on va un peu parler de l'avenir. C'est parti. Hein, et messieurs, le matin, quand vous vous rasez, enfin pour ceux qui se rasent, à quoi vous rêvez au fond? Est-ce que vous vous dites, on va tous, au fond, on a du change, des moyens de paiement, du crowdfunding et des investisseurs, enfin des aides à l'investissement. Est-ce que vous dites, on va vraiment ubériser les banques, dans 20 ans il n'y aura plus de banques et on va prendre le business? Ou est-ce que vous dites, on va leur vendre un autre business et on va faire fortune? C'est quoi votre rêve le matin quand vous vous rasez? Qui commence? Bon, on ne sait pas, là, ils veulent rien dire. C'est souvent le cas, hein, c'est un peu secret tout ça. Ouais. Si Uber, la promesse, c'est d'amener quelqu'un d'un point A à un point B avec une expérience utilisateur optimisée, dans le domaine de l'investissement, notre promesse serait d'amener le compte en banque de nos clients d'un niveau de départ à un niveau d'arrivée plus élevé. Ça ne répond pas à ma question, je comprends. Et historiquement, est-ce que vous voulez flinguer les banques? Allez-y, il y a des banquiers dans la salle. Historiquement, les banques ont mal répondu à cette promesse. Donc on pense que la banque universelle est un frein à l'épanouissement de l'investissement des particuliers. Donc clairement, nous aspirons à rester indépendants jusqu'au bout, jusqu'à une introduction. Ça, c'est une autre question, bourse. on va y venir. Mais vous pensez, vous tous, là, on va tous vous faire parler, vous pensez qu'à vous tous, là, tous les 5 sur ce plateau, vous allez flinguer la Banque universelle? Non. Non? Non. Ah. Non, je pense que... Ne parlez pas de l'assurance qui est votre actionnaire, non, c'est pas vous. Non, alors moi j'ai l'actionnaire, mais Ah bon, les actionnaires, c'est c'est les gens qui sont dans la salle, puisque je suis coté en bourse, et donc Très bien. c'est essentiellement des particuliers et des fonds small cap. Non, je pense que ça serait grotesque de dire que les banques vont disparaître et que, excusez-moi l'expression, on va tous leur bouffer sur le dos. Je pense que l'idée, à un moment donné, c'est de renouveler le business model des banques et que leur côté généraliste va devenir un côté spécialiste et que finalement, en se spécialisant, les banques vont lâcher un certain nombre de pans de leur industrie actuelle et on va être des partenaires. Excusez-moi, quand je vous regarde, là, je vois pas ce qui va leur rester, hein. Pas grand-chose. Hein. Excusez-moi, mais juste... Je pense qu'il y a encore beaucoup de pans d'industrie en fait, de la banque qui n'ont pas été encore attaqués, notamment la trésorerie. Pas encore. Pas encore. Non, mais après, de toutes les façons, il faut être conscient qu'aujourd'hui, les banques ont des pieds de bilan tels que de toute façon, malheureusement, certains d'entre nous ne seront plus indépendants d'ici quelques années. Donc voilà. À chacun de tirer sa carte du jeu pour être l'indépendant le plus rapidement possible ou pas en fonction de son plan de développement. Mais de toutes les façons, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle, je vais dire de façon assez vulgaire, les fintech, et c'est une chance pour les banques actuelles de pouvoir finalement passer à l'étape suivante et de pouvoir se défendre. Et c'était notamment une des discussions qu'on a vues hier avec quelques-uns des personnes qui sont ici au sein de l'Axel, se défendre contre finalement les fameux GAFA et les grosses boîtes américaines qui, elles, en fait, déroulent un business model assez global et finalement de plus en plus généraliste. C'est-à-dire qu'elles sont parties d'une spécialisation et deviennent généralistes. Et je pense que nous, à l'inverse, en tout cas les banques aujourd'hui, ont tendance à faire le chemin inverse. J'avais pas vu ça comme ça. Donc c'est les banques et vous contre les GAFA? Moi, plus simplement, mon rêve, moi je rêve du client. Voilà. C'est à la limite les banques, j'y pense pas tellement en fait. Et à la limite, je pense qu'elles me le rendent bien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà que mon offre leur plaît aux clients, et surtout de rêver à ce qu'on va pouvoir amener aux clients dans le futur des services qui n'existent pas. Et justement, par rapport aux banques et par rapport au modèle de banque universelle, là, ça sera mon unique pic. C'est que le modèle de banque universelle, c'est le modèle de la rente qui a tué l'innovation à l'intérieur des banques. Et donc c'est très bien si, soit de façon réglementaire, soit de façon compétitive, le modèle universel de gérer de la trésor pour compte propre, gérer votre compte courant
et vous donner des conseils d'allocation d'actifs et créer les produits qu'on va vous mettre dans vos portefeuilles, créer 3 niveaux de conflit d'intérêts, ça devient interdit, c'est-à-dire qu'une banque ne peut pas être gérant d'actifs, ça serait effectivement mon rêve. Mais ça, finalement, c'est le client qui va décider est-ce qu'il a toujours confiance en la banque par rapport au service que la banque va lui fournir. Enfin, Aujourd'hui, l'idée, c'est d'amener le service et de pousser le client à challenger le système. Quand on vous écoute, on va passer la parole à Mathieu, comme ça tout le monde parlera, ça fait peur quand même. On est en train de se dire, les banques nous ont volé depuis une éternité. Vous dites c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup... On empile, et en plus il y a du conflit d'intérêts, donc ils nous cachent tout. Quand même, ça fait peur, non? Donc le client, il va venir chez vous, forcément? Non? Allez. Oui, personne veut. Non. Alors, il y a eu un manque de transparence, c'est clair. Il y a eu des scandales à répétition chez les banquiers, c'est clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le business model des banques, c'est 65% sur un différentiel de taux d'intérêt. J'emprunte pas cher et je prête plus cher. Ouais, en ce moment, ça va, ça durera peut-être pas aussi longtemps. Hein, on verra. Pour l'instant, ça va. Les marges pour l'instant, ça va. Mais Hein. elles font quand même de l'argent là-dessus et on voit qu'il y a des plateformes de crowdlending qui se créent. Il y en a beaucoup. Le reste, 35%, c'est plutôt de l'argent qui est fait via du conseil, via des fees sur du forex par exemple, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, il y a une multitude de fintech qui arrive et qui vient manger dans ce business model-là. Donc j'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas ce que sera la banque dans 20 ans, mais je suis sûr que les banques vont s'adapter. Elles vont s'adapter en coopérant avec des fintech, elles vont s'adapter en rachetant des fintech. Aujourd'hui, on n'est pas dans un mode de rachat de fintech parce que c'est pas vraiment d'actualité. Il y a quelques fintech qui sont rachetés, mais quand on regarde les relations banque-fintech, on va dire que les relations banque-fintech, c'est plutôt des relations d'incubation à l'heure actuelle. La majorité des banques essaient d'incuber beaucoup de fintech, essaient de voir ce qui se passe, essaient de voir comment elles innovent. Pour une banque innover, c'est juste impossible. Pardon pour les banquiers qui sont dans la salle, mais c'est des mastodontes, c'est des infrastructures IT qui sont absolument complexes. Et quand on compare une banque avec une start-up, avec peu de développeurs dans une start-up, qui est relativement agile, qui va pouvoir innover beaucoup plus facilement, on se dit que banque versus start-up versus fintech, les banques ont tout intérêt à regarder ce qui se passe et à s'inspirer, à coopérer avec ces fintech. Moi, ça me fait peur quand je vous écoute, parce qu'en fait, vous me dites non, les banques ne sont pas des monstres antédiluviens qui s'abîment dans la vase, donc, et c'est nous, en plus, qui allons les sauver, grosso modo. Donc moi, je croyais que votre fonction à tous, là, c'était de changer le monde, au profit du client. Vous me dites non, notre fonction, c'est de sauver les banques, quoi. Donc, en tout cas, chez Marie Cantier, c'est pas ce qu'on dit. Si on prend un robot advisor dans le paysage actuel de l'assurance en ligne en France, on prend un acteur comme Alta Profit par exemple, propose déjà un mandat de gestion avec Lazare. Donc effectivement, il y a des questionnements autour de l'accessibilité à ces mandats de gestion, mais à moins de voir à remplacer en fait un mandat de gestion déjà sur Internet, déjà disponible avec à moindre coût, qui pourrait être une stratégie de banque, par exemple, et donc de remplacer ces mandats de gestion par des offres internes et pousser des robots advisors internes sur ce type de modèle de distribution par Internet. En fait, il n'y aurait pas beaucoup d'innovation pour le client. Ce serait répéter l'expérience qui a été décevante pour les clients jusqu'à maintenant. Donc, il y a un gros problème entre banque et fintech parce que les modèles économiques sont très différents. Et tant que les banques ne seront pas adaptées aux usages, repenser la chaîne de valeur, il n'y aura pas de coopération. On sent qu'il y a une scission entre vous. On voit du côté de la gestion, là, on dit ça va jamais le faire, on s'entendra pas avec les banques, on vit notre vie puis on verra bien. Et de l'autre côté, on dit nous, dans le cas de FX4Biz, typiquement, on pense qu'il y a quelque chose à faire pour les deux côtés. En fait, on apporte un nouveau service et je rejoins ce qui a été dit jugement plus tôt. de Salomon. Mais en tout cas, on va proposer des services à des clients qui n'y avaient pas accès par le passé. Donc nous, typiquement, on cible des PME qui, si elles devaient passer par des banques, n'auraient accès à ces services, mais dans des conditions moins favorables. Et d'un autre côté, on apporte un flux aux banques avec lesquelles on collabore et qui, pour nous, sont clés dans notre offre de service. On ne peut pas faire sans aujourd'hui, donc de dire qu'on va les éliminer oui, je comprends, mais de ce côté de la table ronde, j'entends, au fond, tout ça, c'est pour revenir vers les banques. Pour l'instant, on a un modèle qui a été top, qui coûte moins cher et qui nous permet de prendre le business, et il reviendra dans les banques. Alors, et les banques, elles remettront un tarif là-dessus. Oui, alors si je peux me permettre, et pour
contredire vos propos Vous pouvez. il y a 2 minutes où vous disiez mais c'est horrifiant, c'est horrible. Je suis pas d'accord. Au final, il y a quand même pas une mission, mais j'ai dit une lame de fond qui est en train de se dessiner, qui est de dire que qu'on soit fintech ou qu'on soit banque, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, voire même en ce moment, ce qu'on propose, c'est justement en fait par cette disruption de donner accès à un mass market, à des solutions, à des produits auxquels ils n'ont pas accès. Et ces 2 messieurs, en fait, aujourd'hui, en sont la preuve, parce que finalement, ce qu'ils proposent, c'est des services de gestion que normalement on trouve en fait dans des banques privées où il faut un patrimoine assez conséquent pour y accéder, et ils le proposent au mass market, parce qu'on va rendre, finalement, on va obliger les banques à être beaucoup plus agiles dans leur récit et donc finalement dans le coût de production, enfin dans les services, et donc finalement à un moment donné l'utilisateur final va en bénéficier justement dans le pricing du service. Donc je trouve qu'au final tout ça est plutôt positif. D'accord, donc on va faire descendre les prix, et votre fonction c'est de faire descendre les prix. Il va y avoir une optimisation des process, un côté mass market finalement des services, et une vulgarisation, ou en tout cas une universalisation de certains produits et certains secteurs, ou en tout cas certaines briques de la chaîne de valeur qui aujourd'hui étaient complètement opaques et réservées à une minorité. D'accord. Moi, Est-ce que c'est vrai du côté de la gestion? Moi, j'ai pas l'impression que ce soit je trouve ça. que c'est effectivement intéressant qu'on voit une scission. Je la voyais pas comme ça, mais il y a une séparation en termes de nature du business model et qui se retrouve aussi, je pense, dans la banque. C'est la gestion, c'est un métier qui est un métier relationnel. La partie forex paiement, et même produit historiquement dans la banque de détail, c'est du transactionnel. Dans le transactionnel, je pense que la banque aura toujours sa place. Dans le relationnel, et donc on va dire c'est plus le suivi de long terme, parce que nous, en gros, on vend un service dont vous n'allez pas avoir les bénéfices le lendemain, alors que si vous faites du Forex, le lendemain, en J+1, vous avez votre règlement. Nous, ça va être vraiment dans la durée. Et donc, cette relation, pour nous, l'humain, quand il est rentable, a toute sa place. Donc là, on tend la main clairement au CGP, puisque pour nous, les situations patrimoniales élevées deviennent beaucoup plus complexes. Et là, rien ne remplacera l'humain. Donc le CGP, typiquement, qui est vraiment le dernier. On va y venir voilà. au CGP. Restons avec les banques. Pour la partie justement relationnelle, où on doit réduire ce coût de distribution et ce coût de relation, là, oui, effectivement, on peut faire très bien sans les banques. Mais à nouveau, ce qu'on veut, nous, c'est apporter quelque chose aux clients que les banques aujourd'hui, avec leur structure de coûts, ne sont pas capables de faire. Si elles y arrivent, très bien pour elles et tant pis pour nous. Mais c'est vrai qu'entre 1 000 et 100 000 euros, qui est notre marché, pour l'instant, nous, on n'a rien à faire avec les banques. Oui, ce qui est comme très étonnant. Ce que vous disiez quand vous disiez vous n'êtes pas d'accord avec moi, et ça j'adore ça, mais au fond, ils n'amènent pas le service des banques. Alors je vais leur demander de confirmer, parce qu'en réalité, ce qu'ils amènent avec un robot, c'est pas ce qui existe dans la gestion privée des grandes banques. Dans la gestion privée des grandes banques, vous avez des salons feutrés avec de la moquette, des meubles en acajou et des gérants privés très chics avec des cravates Hermès. Là, vous dites on fout ça à la poubelle et nous on vous met des robots. Mais vous savez pas ce qui se passe dans la gestion de votre portefeuille dans les banques privées. D'accord. La gestion de portefeuille dans les banques privées, une fois que le client est parti, ça se fait exactement de la même façon. Le type avec la cravate Hermès, il sert à rien? Le type avec la cravate Hermès, il est dans le relationnel, il comprend le client, il le connaît, il comprend ses besoins, mais la façon dont est géré les actifs, les fonds qu'on achète, les actions qu'on achète et qu'on vend en son nom, non, c'est pas la personne avec la cravate Hermès. Historiquement, dans la banque où je travaillais, c'était moi en fait. Et moi, je me baladais pas avec une pochette Hermès. Ah, je vous vois bien pourtant. Ah, dommage. Non. Chez Marie Cantier, vous pensez la même chose? Quand même, vous me dites, je vous donne le robot qui est derrière. Toutes les banques ne gèrent pas avec des robots, il y a des grands gérants d'actifs. Enfin, quand même, les grands clients des grandes banques privées, ou alors je me gourre, ils n'étaient pas gérés que par des robots. Vous amenez quand même ces robots qui changent la donne, et cette offre, c'est pas la même que la gestion privée des grandes banques, c'est autre chose. Donc, exactement, il y a banque et finance. Les banques universelles françaises ne font pas de la finance pour leurs clients, y compris en banque privée. Donc il y a effectivement de la fiscalité, de la succession du transactionnel dans les banques, mais ça, ce n'est pas de la finance. La spécialité de l'investissement sur les marchés financiers, en fait, ça a été externalisé par beaucoup de banques, et beaucoup de banques, y compris les plus grandes françaises, vont chercher dans des hedge funds des solutions d'investissement plus importantes. L'idée, c'est d'aller chercher ces compétences en finance et de les mettre à disposition du grand public, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant dans les banques, parce que ça va à l'encontre de leur modèle économique. On va y revenir. Peut-être qu'on revienne de l'autre côté. Vous êtes d'accord sur la scission qu'on a faite tout à l'heure? De ce côté de la table, le seul problème, c'est le prix ou pas?
Non, alors si on parle de scission de la Non, table... mais pas forcément. Hein, non, mais si on parle de la scission de la table, de toute façon, je pense que finalement, dans l'univers des fintechs, les fintechs, c'est quoi? C'est améliorer un usage et une technologie. Nous, on est plutôt le côté technologie, ils sont plutôt le côté usage, mais in fine, de toute façon, dans le développement et dans le plan de marche des uns et des autres, nous, on va aller sur l'usage parce qu'il va falloir qu'on optimise en fait, l'expérience utilisateur, et eux, ils vont aller dans la technologie parce qu'il faut qu'ils optimisent leurs produits. Donc au final, on va s'y retrouver. Mais je pense on est déjà dans la technologie, hein. On est avant tout de la technologie. Bah, en tout cas, les propos de tout à l'heure étaient plus... vous êtes dans le relationnel. D'accord. On va y revenir, Il y a des sessions partout. Non, mais c'est vrai que derrière FinTech, on met tellement de choses que de toute façon, c'est compliqué. Voilà. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'au final, on ne parle pas forcément de technologie ou ainsi de suite, mais on parle plutôt de digitalisation. Mais si on fait cette scission, pardon, juste un mot. Oui, mais je veux dire, pour regrouper tous les acteurs, on parle plutôt de digitalisation que de technologie en tant que telle. Si on fait cette scission... Il y a les usages aussi. Mais c'est précisément aussi un peu d'amalgame dans les fintechs. Les fintechs, ce n'est pas que de la digitalisation. Ça doit être avant tout de la technologie qui répond à des besoins nouveaux et avec un usage et réduction des coûts et un meilleur service. Le digital ne permet pas tout ça. Renouveler du vieux avec du digital, ça ne fait pas nécessairement... Le micro... Attends, on va demander... on revient à la table ronde numéro 1 qui est la définition de la fintech, sur laquelle je pense qu'on peut avoir un éternel débat sur le périmètre. C'est là où on voit que finalement le périmètre de fintech est assez large. Ça veut dire tout ce qu'on a dans la tête. Pour apaiser un petit peu le débat, ou pas d'ailleurs, hein, parce que je vais revenir sur la relation banque-fintech. On parlait de l'avenir. Hein. Les fintech peuvent se développer sans les banques. Lending Club en est plutôt un bon exemple. IPO. Oui, 30 milliards de retard. Enfin, Jean-René Tell l'a dit tout à l'heure, il y a 30 milliards de retard d'investissement en France. 30 milliards. Est-ce que les fintechs peuvent se développer sans les France? Il n'y a pas 30 milliards à investir dans les fintechs. C'est pas possible. Alors, à un moment, il y a juste une logique. Donc oui, les banques seront peut-être là demain, mais la question c'est, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'on est dans l'effet de mode où dans 2 ans, en fait, vous serez tous l'aiguillon de l'innovation des banques qui finalement vous auront absorbé? Ou est-ce qu'il y a une vraie lame de fond qui se propose? Et est-ce qu'on a les moyens de le faire? Alors, ce que je pense, c'est que oui, c'est un effet de mode. Est-ce que ça va changer durablement le paysage des usages des gens dans leur relation avec les services financiers? Oui aussi. Pourquoi c'est un effet de mode? 2013, 3 ou 4 milliards investis dans les fintechs. 2014, 12 milliards. Cette année, on est sur un montant encore doublé et on s'attend pour 2020 à quelque chose comme 46 milliards investis dans les fintechs. Donc ça veut dire qu'on a... On parle bien du private equity, enfin de l'argent des investisseurs dans les fintechs. On parle de l'argent des investisseurs dans les fintechs. Donc ça veut dire qu'on a 4-5 années devant nous où on a aujourd'hui des milliers de banquiers qui viennent travailler dans les fintechs. À Londres, on a 135 000 personnes, c'est l'écosystème fintech à Londres. On en attend 100 000 de plus, donc petit message s'il y a des politiques pour qu'ils fassent un petit peu de lobbying pour les fintechs en France. Donc il y a un véritable raz-de-marée à la fois de financement qui arrive pour les fintechs et à la fois d'intérêt pour des banquiers qui travaillaient avant dans les banques et qui trouvent un peu plus fun d'amener de l'expérience utilisateur améliorée et d'amener des services financiers aux utilisateurs qui sont moins chers. Donc il y a un effet de mode dans ce sens-là. Maintenant, ça va aussi révolutionner les usages des particuliers ou des business en relation avec des banques parce qu'on amène l'innovation et parce qu'on amène l'innovation et on amène des tarifs beaucoup plus compétitifs, éventuellement de nouveaux usages. Donc voilà, moi je pense que ça va révolutionner durablement. Tout à l'heure, vous disiez que c'est vous qui avez accès au capital? Oui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce qu'ils viennent chercher de l'investissement? C'est avec sa private equity? C'est lequel? Ou est-ce que c'est où ils veulent capter? C'est le corporate ou c'est le fonds? C'est le fonds, c'est AXA Strategic Venture. Aujourd'hui, on a une relation... bon, ils sont actionnaires, mais on a une relation de partenariat et on cherche à innover avec eux sur des produits, comme j'ai dit tout à l'heure, d'assurance, où on va diffuser plus simplement des assurances et à des tarifs plus compétitifs. D'accord, mais ça veut dire qu'à terme, ils veulent capter votre business. On voit AXA, par exemple, récemment a fait un peu de bruit en rentrant sur le marché des indépendants sur un agrégateur et tout le monde s'est un peu affolé en disant en fait, ils veulent capter le business au travers de la tech. Chez vous, non? Je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière la tête de chaque banque et même si avec AXA on est assez proche, je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière leur tête. Évidemment, il y a une stratégie d'être présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
les banques, si elles n'investissent pas dans des fintechs, si elles ne montent pas des incubateurs, si elles veulent le faire dans 3 ans, ça sera déjà trop tard. Donc aujourd'hui, les banques et assurances doivent arriver dans le marché des fintechs si elles veulent capter de l'innovation et si elles veulent éventuellement être présentes. Aujourd'hui, c'est principalement du minoritaire au capital des fintechs, mais si elles veulent éventuellement racheter des fintechs, ça sera plus simple si on est déjà au capital que si on ne l'est pas. Mais à vous entendre parler depuis un quart d'heure là, je me demande si en fait la parole de Salomon, c'est pas justement, est-ce que c'est pas une mutation des banques auxquelles on assiste, tout simplement. Attends, je voudrais juste savoir, pardon, pour finir, et puis on va revenir, parce qu'après on a les robots. Sur le change, une fois que vous avez fait votre boulot, la banque, elle n'a plus de place. Enfin, au prix où elle est, elle ne peut plus travailler, non? Non, mais encore une fois, pour qu'on puisse faire notre boulot, nous, on a besoin d'une banque, à la fois sur l'opération de change et sur les opérations de paiement. Donc il reste des métiers sur lesquels il y aura la banque. Ah bah, pour nous, Donc oui. la banque va muter. Voilà. D'accord. Donc mais vous allez capter la marge, au fond. Nous, on captera une marge, oui. Ah, d'accord. Une marge. Oui, un mot, et puis Ouais, on va... quoi, juste pour rebondir sur cette histoire de mutation et pour rebondir sur ce que tu disais, notamment sur l'externalisation, sur le fait que les banques ont déjà externalisé en fait une partie des services, notamment dans la gestion privée. C'est vrai là encore depuis déjà un certain nombre d'années sur l'ensemble des pans de la chaîne de valeur des banques. C'est-à-dire que typiquement, si on parle des paiements et du processing des paiements, sans citer en fait des institutions type Atos Worldline, vous avez déjà l'essentiel des banques françaises qui outsourcent en marque blanche leur processing des paiements et l'acquisition en fait auprès d'acteurs tierces. Donc c'est là où finalement le côté phénomène de mode en fait de la fintech, ou quand est-ce que la fintech a commencé et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je parlais plus de digitalisation, parce que pour moi Atos typiquement n'est pas forcément une société digitale. C'est que finalement ce phénomène de mutation, plus que disruption d'ailleurs, parce que finalement ça se fait dans le temps, contrairement à la disruption qui est assez brutale, ça fait déjà un bout de temps qu'on l'observe, et il continue parce qu'aujourd'hui on a des outils, on a des usages, on a des savoir-faire qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et c'est pour ça que typiquement on considère que nous on est une plateforme nouvelle génération. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent en fait sur d'autres chaînes de valeur de la banque et ainsi de suite. Oui, mais à force d'externaliser, et on va arriver à normalement ce qui rapporte le plus à la banque et la gestion privée, parce que c'est là qu'elle venait chercher des marges. Et là on arrive chez vous, vous allez casser les marges, alors qu'est-ce qui va rester? Non, on va essayer de servir mieux le client. Ça, c'est vraiment En cassant les marges. Oui, les marges c'est ce que vous annoncez dans votre com. Les marges assumez. indues, oui, mais je voudrais juste rebondir sur la partie banque et mutation, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de savoir quel est l'impact qu'on aura sur les banques ou pas. Pour l'instant, je pense qu'on reste modeste, parce que peut-être qu'en dans 3 ans, peut-être qu'on n'existera plus, et les banques seront, elles, toujours là. Ce qui paraît peut-être pas consciemment fait par les banques, mais je pense qu'il émerge, puisqu'on vient généralement souvent, on est souvent d'anciens banquiers, c'est on a l'impression, un peu comme la pharma il y a 15 ans, qu'on est la biotech. C'est-à-dire qu'en fond, les banques, sciemment ou pas, se sont rendues compte qu'elles ne sont pas capables d'innover en interne, que tous les projets de R&D sont des projets éminemment politiques et en général qui n'aboutissent pas et qu'on n'arrive pas à piloter, et que finalement, elle est en train d'outsourcer, non pas dépendre de la chaîne de valeur, mais en fait, outsourcer l'innovation. Et donc on voit peut-être Arkea qui est peut-être un peu plus en avance en ayant déjà des tickets dans des endroits, mais les banques sont plutôt observatrices et se disent finalement, s'il y a 100 startups, et qu'il y en a une qui marche, à la limite, si je la paye 10 fois le prix, c'est pas très grave. J'aurais évité d'avoir 100 projets qui n'ont pas marché chez moi. Vous dites que vous faites la R&D des banques. Finalement, c'est peut-être une lecture de ce qui se passe aujourd'hui. Cela étant, quand je regarde ce que vous dites tous les deux, d'une manière différente, et on y reviendra, mais dans vos robots advisors... Il faut bien se faire remarquer quand même avec une proposition qui vous va toucher le arrivez client. avec des robots et vous nous dites, au fond, jusqu'à présent, il y a des gérants sur le marché qui ont fait plus ou moins le job, qui ont été très très chers en tout cas. Et nous, ce qu'on dit, et c'était la discussion qu'on avait en début d'après-midi, c'est que la machine va devenir plus intelligente, ou en tout cas plus fiable que l'homme dans son raisonnement, et ça ne vaut pas le prix qu'on payait jusque-là. Ça, c'est une révolution quand même, non? Juste avant de passer à Mathieu, vous aviez parlé de robots dans la gestion et robots chez nous. Nous, le robot, il est essentiellement dans la relation client. C'est-à-dire comment on va distribuer et prendre en compte le client, ce coût de distribution, ce coût de connaître le client. C'est là où on digitalise, c'est là où on utilise beaucoup de technologies pour réduire ce coût important. La gestion, finalement, on n'a pas beaucoup d'économies d'échelle à faire dans les robots. On gère que je gère 4 millions, 40 millions ou 400 millions ou même 4 milliards. Pour moi, ça a toujours été la même chose. C'est 3 personnes et ça suffit. Les outils sont disponibles, la technologie sauf est que déjà dans un fonds flexible, on va y arriver, ça coûte 2,20 hors taxe de frais de gestion chaque année. Et vous me dites c'est beaucoup moins cher avec nos robots. C'est beaucoup moins cher parce qu'on sait très bien pourquoi un fonds flexible a besoin de charger 2% sur la gestion par an.
c'est que 1% de cette gestion sert à payer son distributeur. En général, c'est un distributeur interne. En gros, c'est l'agence bancaire, c'est le banquier de la banque privée ou, de temps en temps, c'est des CGP. Oui. Si on n'a pas besoin de payer ces frais de distribution, on ne va pas les prendre aux clients. Mais il n'y a Le pas, robot il y a chez pas nous- que les frais de distribution. Il y a aussi quand je regarde vos prix annoncés, c'est au-delà des frais. Au fond, on s'est parlé avant, hein, il faut bien le dire. Au fond, vous nous dites aujourd'hui, en tout cas, alors chez vous c'est un peu différent parce que vous dites au fond, à la fin de la location d'actifs, c'est moi qui ai la main. Alors que chez Marie Cantier, vous dites c'est le robot qui fait le job. On est bien d'accord. Et vous dites le robot, il va être meilleur que les gérants flexibles. Aujourd'hui, ils ne méritent pas leur prix. Nous, ce qu'on dit exactement, c'est que Marie Cantier, c'est le passage du tournevis à la visseuse des visseuses. Ça va plus vite, mais ça vise toujours, non? C'est plus systématique, plus industrialisé. Et mettre un tournevis sur Internet ne fait pas de l'innovation et n'améliore pas le service. Nous, ce qu'on cherche, c'est à améliorer le service. Et en plus d'améliorer le service avec donc, de la technologie lourde, type de hedge fund, au profit des investisseurs particuliers, on est capable de repenser la relation. Là où d'un côté du mandat de gestion, on demande une confiance aveugle, nous, on propose à notre client de comprendre sans apprendre. D'accord, non mais pas la plaquette, essayez juste de répondre à ma question. Mais est-ce que le la robot... réponse. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le robot va être meilleur que l'homme dans la gestion? C'est votre croyance fondamentale. Nous, on ne se présente pas comme un robot, on se présente comme une plateforme technologique Ça d'outils devient compliqué, interactifs. hein, il faut mettre un mot derrière un mot, tout le monde parle de robot. Alors c'est quoi la différence entre robot et plateforme technologique? Précisément, le fait que ce soit interactif. D'accord. Et alors? Donc nous, le robot, parce que dans le côté robot, il y a un côté boîte noire qu'on ne peut pas comprendre. Marie Cantier, c'est l'exact opposé, c'est l'autonomie. C'est si vous voulez ouvrir le capot pour regarder et comprendre comment fonctionne le moteur, vous pouvez le faire. J'ai pas dit ça, je dis juste, est-ce que vous pensez que la machine, en intégrant toutes les données que vous lui implémentez, va réfléchir plus vite, mieux et de manière plus structurée en enlevant les motifs que l'homme? C'est ce que j'entends dans les robots financiers. Et que donc, ça va coûter moins cher et que ça va tuer la gestion traditionnelle. C'est ça ma question. Donc ça, exactement. Le travail d'automatisation permet de faire avec 10 développeurs le travail qui était fait par 150 analystes à la main. Donc c'est la fin de la bonne gestion de papy, enfin la mienne en tout cas, avec le C'est gérant la fin de la flexible. mauvaise Il y a des gestion grands noms en papy. France. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas 150 analystes pour gérer des portefeuilles. Il n'y a pas d'économie d'échelle dans la gestion qui ne sont pas déjà intégrées. La gestion D'autant qu'en indicielle. France, on a 17 milliards de collectes, c'est quasiment intégralement de l'assurance vie. On a 17 milliards de collectes nettes, donc la marge sur la gestion est infinitésimale. Donc de toute façon, la marge de valeur est faible. Donc le gros de la technologie est utilisé pour la distribution et la connaissance client. C'est là où on gagne vraiment sur la partie coût et sur la partie distribution. Il y a une bagarre là, regardez, il y a le micro. Non mais c'est bien, philosophiquement, je pense qu'on n'a pas géré de la même façon. En particulier quand on fait de la gestion pour clients privés. Le client privé déclare quelque chose qu'il ne va pas souvent être capable de tenir dans la durée. En général, il annonce un profil de risque, des pertes qu'il est capable de supporter et que dans la vraie vie, en fait, il ne supporte pas du tout. Donc il faut avoir, quand on gère, une vraie conscience de ce qu'on est en train de faire. On peut utiliser des modèles quant, et ça, on le fait évidemment, puisque c'est quand même très puissant, mais la décision, elle sera humaine, elle sera discrétionnaire, parce que de toute façon, mettre un fichier Excel, un Bloomberg ou même une machine et le remplacer par une personne, ça fait Donc on a bien pas une grosse compris. économie. Vous dites, c'est toujours nous qui avons un peu la main sur la gestion. Tout à fait. On a des outils d'aide à la Tout à décision. fait. Et au fond, ce qu'on va gagner en marge, c'est sur les rétros de distribution, soyons clairs. Oui, mais Voilà. c'est pas les rétros, c'est juste que le coût de distribution, le coût de Le coût de servir, distribution, vous pensez Voilà. la même chose? Et puis après, on le parlera coût de connaître le réglementation, client, si vous voulez bien. et de connaître le client. Donc, pour le dire autrement, chez Yomoni, on a investi dans du marketing, dans du vernis marketing, là où chez Marie Cantier, on a investi dans de la technologie pour améliorer Et l'investissement. dans la vie, ils sont amis, je vous jure, mais là, c'est pas facile. Non, allez, il répond. Il y en a un qui fait du marketing, l'autre de l'investissement. Oui, il y en a qui a géré dans la banque privée une responsabilité sur 2 milliards. Vous devinez lequel? Oui, on trouve la même chose qu'ailleurs. Messieurs, J'ai géré pour Macquarie jusqu'à Ça 6 va. milliards d'euros. Ça donc mérite c'est pas. Un mot sur la réglementation, peut-être c'est intéressant. Quand on parle d'ubérisation en général,
dans le monde, on dit au fond, on va flirter avec la réglementation. On ne sait pas bien si on passe, on a bien vu avec les taxis à Paris, on ne savait pas si on était du bon côté ou du mauvais côté de la ligne. Est-ce que vos métiers, ça consiste à les flirter avec la réglementation? Et est-ce que la réglementation en France ou en Europe n'est pas trop complexe pour permettre l'évolution des fintech? Alors, la différence entre une start-up simple, entre guillemets, et une fintech, c'est qu'il y a la réglementation. Alors, ça s'applique aussi pour d'autres start-up non fintech que sont Uber, mais chez les fintech, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte comme des problématiques de business model ou de produits, par exemple. Le régulateur, il est sur un marché local. Je prends l'exemple en France du crowdfunding. On a une réglementation en France. Un acteur en France qui fait du financement participatif en capital, s'il veut aller au Royaume-Uni, s'il veut aller en Allemagne ou s'il veut aller ailleurs, il doit s'adapter à la réglementation. Donc aujourd'hui, non seulement la réglementation, c'est une barrière à l'entrée lorsqu'on a des marchés qui sont multilocaux, mais c'est aussi une sorte d'épée de Damoclès en fait, sur l'activité des startups, dans le sens où je prends l'exemple de plateformes de financement participatif en immobilier, par exemple. Aujourd'hui, si on veut être une plateforme de financement participatif en immobilier, en capital, on doit obtenir le statut de conseiller en investissement participatif. Si demain, l'AMF dit je pense qu'il y a eu des abus sur cette activité-là, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi, on retire le statut de CIP, conseiller en investissement participatif, aux plateformes de financement participatif en immobilier, ces plateformes-là, elles mettent la clé sous la porte. Donc le régulateur, c'est vraiment quelque chose... Il y a toute puissance. Alors il y a la régulation et puis il y a la fameuse doctrine française. Parce qu'en fait, il y a la régulation, il y a la loi, et il y a l'esprit de la loi. Vous connaissez tous la réglementation française, vous la vivez dans vos métiers, alors peut-être moins les étrangers, Marie Cantier et toi, Patrick, mais bon, vous l'avez tous vécu. Moi, je l'ai vécu très longtemps. Il y a la lettre, la règle, et puis après, il y a la lettre. Il y a le comportement et la vision que le réglementaire a, ou la MFA, ou la CPR a, vis-à-vis du dossier, vis-à-vis des gens, vis-à-vis du fonctionnement. Ce qui renforce la barrière d'entrée sur le marché, d'ailleurs. Hein. Oui. On connaît un petit peu ce souci avec le nouveau statut de CIP, mais je ne vais pas trop en parler. Alors, dans les paiements, on fait un petit tour réglementation, une chance, un inconvénient, un frein par rapport à Outre-Atlantique, comment ça marche? Les deux, mon capitaine, dans le sens où, avant la directive sur les paiements européenne, il y avait beaucoup d'acteurs et un certain nombre finalement qui étaient francs-tireurs et qui allaient sans réglementation, sans problématique de sécurité, de KYC et ainsi de suite. Donc l'intérêt de la réglementation, c'est que ça a fixé un cadre et finalement fixé des best practices pour l'ensemble des acteurs, ce qui a d'ailleurs sorti un certain nombre d'acteurs en fait du marché. Après, effectivement, c'est une problématique puisque même si vous avez une directive européenne, son implémentation au niveau national diffère d'un pays à un autre. Et donc, quand vous avez des règles qui ne sont pas les mêmes pour tous, c'est compliqué. Et notamment dans l'octroi, la souplesse des agréments. Aujourd'hui, iPay, établissement de paiement auprès de la CPR et émetteur de monnaie électronique auprès de la BNB en Belgique. Déjà, on voit que les relations en fait, sont pas forcément les mêmes. L'orientation business versus l'orientation réglementaire chez ces interlocuteurs-là en fait, sont pas les mêmes. Et après, effectivement, vous avez une fragmentation du marché, parce que finalement, la fintech, en tout cas dans les paiements, c'est essentiellement une industrie de volume. Donc si on veut être rentable, si on veut pouvoir investir, notamment dans les technologies et les plateformes, et ben, il faut processer un maximum de volume. La France, c'est un joli pays, mais malheureusement, ce n'est pas suffisamment gros. Aujourd'hui, nos concurrents processent 45 milliards de flux sur leur plateforme, et donc il faut aller les chercher à l'international. Et donc ça veut dire qu'effectivement, là, il y a un vrai frein, puisque chaque pays, il y a une réglementation différente, et donc c'est un frein réglementaire, un frein technologique. Dans les process, il faut montrer patte blanche à chaque fois, et donc effectivement, ça peut devenir compliqué. Est-ce qu'on peut dire que ça explique peut-être la différence aussi, la complexité de lancer des startups fintech en Europe versus États-Unis? Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Après, on va revenir sur des choses. J'entendais ça sur Michel et Augustin, ça n'a rien à voir avec les fintech, qui disaient quand je vends un biscuit aux États-Unis, une fois que je suis rentré, c'est la même réglementation pour le biscuit. En Europe, malgré tout, c'est autant de pays et il faut que je repasse. Alors, dans le monde des paiements, c'est un peu différent parce qu'aux États-Unis, typiquement, vous avez une réglementation par État. Donc là aussi, ils ont une problématique. Néanmoins, on va revenir en fait à la tarte à la crème, qui est tout simplement les États-Unis. C'est un marché unifié avec une langue et une culture de 350 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, contrairement à la France. Et donc, de toute façon, au-delà des problématiques réglementaires, vous avez une problématique de taille de marché finalement et donc d'appétence pour les produits. D'accord. Dans le change ?
Dans le change, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Un des principaux avantages, c'est que pour arriver à convaincre nos clients de faire passer leur flux par notre plateforme, il est très important qu'on soit inscrit dans un cadre réglementé, et c'est d'ailleurs un argument commercial assez fort. Vous, c'est quel cadre, par exemple? Nous, on est agréé auprès de la BNB comme iPay en établissement de paiement. Mais pareil, ça représente un risque opérationnel fort en cas de perte de cette licence, de cet agrément, et une difficulté à rentrer dans de nouveaux marchés. D'accord, alors on revient chez vous là. Alors vous, c'est presque une chance chez vous l'agrément parce que enfin, la réglementation, c'est devenu tellement compliqué qu'avec vos outils, vous nous dites on va plus vite que... Non. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du dispositif réglementaire sur la distribution de produits ou sur l'entrée en relation. D'assurance. C'est assez compliqué. Mais moi, ma réflexion sur la réglementation, c'est que souvent, là, on a parlé de la banque, mais l'autre éléphant dans la pièce dont on parle assez peu, sauf qu'on évoque un peu dans la réglementation, c'est l'État. Et l'État, dans la gestion de l'épargne des Français, a été quand même le plus mauvais acteur et le plus grand responsable de la faible rentabilité. Surtout en ce moment, si on parle d'éléphant, forcément. Je ne commenterai pas, mais sur la rentabilité de l'épargne des Français, c'est assez spectaculaire. On peut parler des marges, du travail des banques, etc. Mais le vrai souci, c'est la façon dont l'État a poussé les Français, essentiellement les plus modestes, à avoir les produits d'épargne les moins rentables. Ça se traduit très simplement par l'octroi fiscal orienté vers les produits les moins rentables, donc le monétaire, le livret A qu'on connaît tous les livrets un peu similaires comme le Code des Vies, le livret jeune. Non, mais on fait pas une tribune fiscale là, parce qu'autrement il nous reste 5 minutes. Non, mais c'est important parce que en gros on se retrouve avec on parlait des 30 milliards qui manquent à l'investissement des PME. D'accord. L'octroi fiscal oriente ça. Donc le fait assez fort et sur lequel nous on rêve peut-être d'avoir un impact, c'est que en gros les Français depuis 20 ans ont une rémunération nette de 1% sur leur patrimoine, 1% pour l'ensemble des Français par an. J'adore la manière les Américains, de ne pas c'est répondre 4%. à ma question. Mais... Oui. Non, votre question, c'est le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, pour moi, de distribuer des produits, il est très contraignant, mais finalement, on va y arriver. Oui, mais est-ce que c'est une chance? Moi, j'entends dire des fintechs dans la distribution de produits financiers qui disent ça devient tellement compliqué pour les conseillers indépendants que d'avoir une fintech très costaud avec un moteur réglementaire, ça va faire gagner du temps et donc de l'argent. Oui ou non? Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, on espère bien que justement toute notre démarche de faciliter et de réduire les coûts de distribution, c'est exactement ça. Si en plus on intègre le paramètre réglementaire d'entrée en relation client, de la signature électronique, voilà, des documents à signer, c'est exactement là où on intervient dans la chaîne de valeur. Mathieu, chez Marie Canty, allez, on va le dire, vous avez une petite polémique en ce moment avec les indépendants qui disent chez nous, les conseillers indépendants, il y a tout un process réglementaire et chez vous, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que c'est vrai? Donc c'est faux. D'accord. Donc bien évidemment, dès que notre client est conseillé par Marie Canty, il répond à ses obligations réglementaires. D'accord. Alors, est-ce que ça fait gagner, est-ce que la technologie, la fintech, fait gagner beaucoup de temps? Aujourd'hui, vous êtes CIF, je crois, pour ceux qui ne connaissent pas, conseiller en investissement financier, avec un process qui impose un rapport écrit, une lettre de mission, etc., etc. Et ça, la tech vous fait gagner du temps et de l'argent? Donc elle nous fait gagner surtout une meilleure relation avec notre client. Un des gros soucis qu'ont les Français, et particulièrement dans notre secteur de l'investissement, le problème des GAFA, c'est le problème de l'intrusion dans la vie, dans les données personnelles. Et la technologie permet de dépassionner la relation sur des données très intimes. Et ça permet d'avoir une interactivité plus scientifique pour expliquer à chaque fois pourquoi l'organe de réglementation demande telle ou telle question. Donc ça va plus vite chez vous? C'est ma question. Ça va plus vite? Non, au contraire, c'est plus long chez nous. C'est plus long chez vous? C'est plus long chez nous. Donc si je viens sur Internet bosser chez vous, c'est plus long que chez un indépendant? Exactement. Ah bah alors c'est pas rigolo alors. Ce sera moins intrusif, vous comprendrez mieux les questions et vous allez apprendre vous voulez dire que si c'est moi en face de quelqu'un, je suis vachement intrusif, mais si c'est sur Internet, c'est pas gênant? C'est moins intrusif et il y a la possibilité en fait d'expliquer à chaque fois la volonté, le fameux esprit du régulateur à travers chaque question et ça permet d'améliorer la connaissance parce qu'il y a moins de freins. Donc ce sera plus long chez nous, ce sera plus complet, mais ce sera peut-être plus utile. Oui,
Je voulais rebondir sur, Rebondissons. sur l'expérience utilisateur. Et après, on va aller boire un je coup. vais détailler très très rapidement ce qui se passe sur une plateforme de financement participatif. Quand vous allez sur une plateforme de financement participatif, vous vous inscrivez. Il y a un profil investisseur, un petit peu comme chez les CIF, qu'on doit remplir. C'est à peu près la même chose. Hein, oui. C'est à peu près la même chose. On renseigne ça, on crée un porte-monnaie électronique iPay avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. On investit dans un projet et ensuite on signe éventuellement un contrat avec de la signature électronique. Et si on a investi dans du prêt, on touche ses intérêts sur la plateforme, sur son porte-monnaie électronique. Donc c'est quand même assez novateur dans le sens où, un, c'est simple, et deux, il n'y a pas de papier et on n'a pas besoin d'aller à la banque pour faire ses investissements. Voilà, point de vue expérience utilisateur, et il y a peut-être encore quelques petites choses à retravailler pour encore plus faciliter ça, mais c'est déjà, je pense, une révolution majeure. Messieurs, il nous reste 4 minutes. Oui, alors juste un point, parce que Louis me demande d'annoncer qu'après on boit un coup, donc il y a évidemment un cocktail après, donc ne On n'a pas partez un pas. président qui parle, là, non? Et un président qui va parler, qui va arriver pour parler, évidemment. Voilà. Il nous reste 4 minutes pour Allez, finir. 4 mais minutes. 4 On a minutes, mais commencé en après, on va aller parlant boire un coup. d'avenir et je vous demandais à quoi vous pensez quand vous vous rasez, pour ceux qui se rasent le matin. Dans 3, 5, enfin 3 ans, c'est déjà l'éternité pour vous. Vous voyez comment président d'une filiale de banque aux Bahamas sur un bateau ou à la tête de ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire une société qui aura 1000 personnes, enfin pour certains c'est peut-être déjà le cas, pardon, je ne sais pas en tout cas. Pas encore. Voilà. Comment vous voyez au fond, c'est quoi hein, on a bien compris que d'un côté certains disent on vient aider les banques à se révolutionner, d'autres on n'est sûr de rien. Un me dit j'ai déjà un banquier à mon capital, l'autre me dit je veux être indépendant. Comment vous voyez dans 3, 5, 10 ans? Alors, on est quand même des entrepreneurs, on a un horizon temporel qui est assez différent d'une banque et avant tout, Alors, la je vous jure que fintech- si vous vous retrouvez président d'une filiale de banque, ça ne va pas vous faire rêver hein, si Non. vous êtes vraiment entrepreneur. Donc ça va être Non. compliqué. Hein. Aujourd'hui, le combat de toutes les fintechs, elles sont très exposées médiatiquement, il y a beaucoup de visibilité. Le combat de toutes les fintechs, c'est l'adoption par les utilisateurs. Donc quand on aura franchi cette étape-là, on verra ce qui se passera, mais je pense que c'est le principal souci de tous les fintechers, c'est l'adoption par les utilisateurs de leurs services qui facilitent les usages. Voilà. Je comprends toujours pas comment on vous peut voulez... pas- quand on est entrepreneur, on peut pas J'entends se très projeter bien hein, que vous avez un à 5 ans, à rêve 10 sur ans. l'utilisateur et que vous voulez changer le monde et que vous êtes Robin des Bois, et j'adore ça. La question c'est à qui Robin des Bois va rendre l'argent? Non, pour répondre très simplement, à 10 ans, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'on est dans des métiers qui évoluent trop vite. Voilà. Mais à 3-5 ans, je m'imagine bien au même poste, mais avec une société qui effectivement est 10 fois plus grosse. D'accord. Nous, on a exactement le même objectif et ça passera, comme il vient d'être dit, par une acquisition client très importante dans les années à venir. Très bien, on sent de l'indépendance là. Et du côté de la gestion financière? La même chose, sauf que Marie Cantier c'est encore petit, donc j'espère être 1000 fois plus gros ou 100 000 fois plus gros. D'accord. Et vous serez chez Arkea? Non, je déconne. Jamais plus dans une banque. Jamais plus dans une banque. Voilà. J'ai déjà passé 20 ans dans plusieurs banques. Non, moi, mon rêve, c'est dans 5 ans avoir été le meilleur gestionnaire de patrimoine en France. D'accord. Et vous ne pensez pas que, pour revenir à ce que je disais, puisqu'il nous reste une minute au tout début, dans 20 ans, BNP, 55 € aujourd'hui au cours, ça vaudra 2 €, non? À force d'externaliser partout, non? C'est une question excellente pour Yomoni. Nous, on ne fait pas de stock picking. Moi, j'achète le CAC. Donc vous en foutez de BNP, vous, c'est pas grave. Exactement. Ça compte un peu dans le CAC BNP. Regardez, vous allez Non, voir. Non. Ouais. Bon, d'accord. Non, BNP dans le paiement, BNP dans 20 Comme ans. Volkswagen, non? Non, honnêtement, j'y crois pas. Je pense que BNP sera encore là dans 20 ans. D'accord. Potentiellement, en fait, sur un format différent, mais ils seront toujours là. Et je pense que potentiellement, ils seront encore plus gros que maintenant. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie. On a tenu le temps, hein, parfait. Et on va vous avez été super cash, donc merci beaucoup de votre franchise. Merci à tous.